Me dire arriver à faire une marche des fiertés dans un village, et ben ça m'a énormément touché parce que je l'aurais jamais pu penser. Il n'y a pas que des gens qui sont pro-gay pride, il y en a qui viennent par curiosité, bien sûr. Ça c'est sûr. Qui viennent pour voir parce que c'est vrai que c'est quand même c'est une animation, voilà. Allez, tout le monde dit fierté rurale. Fierté rurale. Antoine, vous êtes réalisateur. Qu'est-ce qui vous a amené à vous lancer sur ce sujet et à s'intéresser à l'événement à Chennevel ? Alors, tout d'abord, ça a commencé, c'était une productrice documentaire qui habite à Chennevel et qui, moi, j'avais réalisé un premier documentaire qui était sur Mini Majesté, donc une drag queen parisienne. Et donc, elle avait vu le film et donc elle était là dans le village un peu par hasard. Enfin, bon, elle a entendu parler, donc elle voulait aussi voir de ses yeux cet événement. Et elle avait appelé mon producteur en lui disant « J'ai un sujet pour Antoine ». Donc effectivement, elle avait raison, le film est là ce soir. Et donc moi j'avais pas du tout ce à Paris, j'avais pas du tout entendu parler de cette Pride, ni mes amis, enfin personne. Je vais voir sur internet et là je vois des drag queens, des drag kings sur des tracteurs, enfin quelque chose de plein de gens, des personnes âgées, des jeunes, des agriculteurs. Enfin je me dis qu'est-ce que c'est que ce truc ? Donc j'ai contacté dans un premier temps Cyril et Étienne pour leur dire voilà mon envie de faire un film dessus. Donc je suis parti en repérage avec rencontrer Cyril, les villageois, et je me suis vraiment pris une claque, je pense, parce que j'étais resté sur le milieu rural que j'avais quitté il y a 15 ans en Vendée. Donc un peu voilà. Et où j'étais arrêté avec c'est des gens très fermés, voilà. Et là j'étais en train de parler de transidentité avec des cinquantenaires à l'entrée d'un champ. Donc je me suis dit ok, il y a un sujet, qu'est-ce que c'est que ce village, et après j'ai rencontré aussi les drag queens et kings de Poitiers, et le personnage de Léo était un peu par hasard, ça partait un peu d'une blague avec Cyril. Il me disait est-ce que tu as tous tes persos, je lui dis c'était une personne trans, c'est le bonus, et il me dit il y a Léo. Et j'ai dit, waouh, donc ça dépasse encore tout. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe dans ce village ? Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, mon idée, l'image que j'avais de la ruralité et des LGBT était complètement erronée maintenant. Et qu'il y avait quelque chose qui s'était passé, en fait. Le temps est arrivé, je pense qu'il y a de plus en plus d'homosexuels. C'est vrai que Cyril est ouvertement homosexuel, c'est un maire aussi. Donc je pense qu'il y a de la visibilité qui est de plus en plus présente. Et voilà, donc l'idée du film aussi, au-delà de cette Pride, c'était aussi montrer toute cette communauté, tous les queers, les LGBT qui étaient présents dans cette ruralité et dont on n'entendait pas parler en fait. La forme de la Pride, la forme d'un mini-festival, permet aux gens de venir, de se voir les uns les autres et d'avoir un lieu de rassemblement. La théorie que j'aimerais bien développer, et je pense qu'il n'est pas encore vrai, en tout cas les sociologues pourront à nouveau mieux parler que moi sur cette question-là, c'est que il existe en milieu urbain une certaine normativité. Les gens ont tendance à s'habiller tous de la même manière, à avoir les mêmes types de comportements. À la campagne, il y a plus de place, il y a plus de temps, et il y a moins cette normativité du milieu urbain qui fait qu'en fait, peut-être que les campagnes, les milieux ruraux seront demain une sorte d'Eldorado pour les queers, pour une nouvelle définition d'une identité alternative dans un espace et dans des lieux avec plus de liberté. Constance, qui est maîtresse de conférences en sociologie à l'Université de Lille, qui vient de publier un livre féministe des champs aux presses universitaires de France. Est-ce que vous pouvez justement nous présenter un peu votre sujet de recherche et vous intéresser beaucoup aux questions d'écoféminisme et notamment en néo-ruralité, nous en dire un peu plus et nous aider à peut-être mettre un cadre aussi plus théorique sur ce qu'on a pu voir dans le documentaire?
Oui, alors cet ouvrage féministe Deschamps, Du retour à la Terre à l'écologie queer, c'est un ouvrage qui est tiré de ma thèse de doctorat en sociologie, qui portait sur des personnes non hétérosexuelles, donc des femmes lesbiennes, bisexuelles, des personnes queer, féministes, qui quittaient des villes ou des zones périurbaines pour s'installer à la campagne et adopter des modes de vie écologistes, donc créer des écolieux, des fermes biologiques, des lieux en permaculture. Et ça partait du constat que la littérature scientifique en sociologie, en histoire, etc., sur le retour à la Terre, s'était peu intéressée aux minorités alors qu'elles existent. Et donc, j'ai cherché à étudier aussi bien un retour à la Terre lesbien séparatiste, donc des femmes qui ont créé des communautés strictement féminines, jusqu'à des lieux queer contemporains, et aussi des lieux créés par des personnes homosexuelles qui s'installent et qui vivent dans des villages. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien qu'historiquement, c'est pas nouveau qu'il y ait eu des poches de liberté, de création aussi de contre-culture dans les campagnes. C'est juste que c'était déjà très minoritaire, mais aussi très peu visible. Et il y a cette question de la visibilité qui est importante parce qu'elle peut être politisée et là accompagnée. Dans le cas de ce film, on voit bien que c'est né aussi d'une volonté politique, de force aussi humaine dans un village. Mais historiquement, un certain nombre de terres lesbiennes qui ont existé ont dû se cacher, notamment. Par exemple, ces femmes ont créé des petites cabanes en bois. Elles vivaient dans de l'habitat léger, mais qu'elles cachaient sous les arbres pour ne pas être repérées, par crainte aussi de la lesbophobie. Donc ça, c'était important aussi de voir qu'il y a aussi eu cette phase de peur de l'exclusion. Et dans ces initiatives, un souhait de créer des lieux accueillants et safe, comme on dit dans les communautés militantes, donc des lieux plus sûrs pour pouvoir justement déployer une contre-culture, vivre des idéaux féministes. Ce que vous dites, je trouve ça extrêmement questionnant parce que on a l'impression, c'est ce qu'on voit très bien dans le documentaire, que tout le monde est embarqué, tout le village suit, il y a un phénomène d'adhésion qui se fait extrêmement facilement. Alors que là, en mai 2024, on a eu les chiffres sur l'état de l'homophobie en France où il n'y a jamais eu autant d'actes homophobes qu'à Paris. Donc, qu'est-ce que ça nous dit que c'est les campagnes qui sont devenues un nouvel espace ouvert de liberté, de protection pour les communautés LGBT et qu'on est en train dans les villes d'avoir un phénomène complètement inverse où on n'est plus en sécurité et où le fait d'être visible et politisé rend les gens attaquables? Alors, c'est vrai, mais les chiffres que tu cites, il faut les aborder avec beaucoup de circonspection, notamment parce que les personnes sont plus visibles dans les villes, elles sont plus proches les unes des autres, elles peuvent avoir plus tendance à les porter plainte. Donc il y a plusieurs types de statistiques, hein. Il y a les statistiques du ministère de l'Intérieur qui ne relatent que les affaires. Bon, c'est assez complexe. Probablement qu'à la campagne, les gens ont moins tendance à les porter plainte parce que les commissariats sont plus loin, tout simplement. Alors que en milieu urbain, les gens auront peut-être plus d'argent, plus les moyens de prendre un avocat, plus tendance à aller faire un procès. C'est un peu difficile, mais effectivement, il y a quand même une tendance qui se dessine et qui est notée par quasiment toutes les associations, et notamment par le rapport de SOS Homophobie. Si vous ne l'avez pas lu, il est en libre téléchargement sur Internet. C'est un rapport, c'est en fait la lecture de ce rapport qui m'a fait devenir militant LGBT et qui aujourd'hui établit bien que le plus grand nombre d'agressions, disons que le plus grand nombre de personnes qui appellent SOS Homophobie pour dénoncer une agression dont ils sont victimes se trouvent dans les milieux urbains. Voilà. Et donc, et même proportionnellement à la population des campagnes, il y a un plus grand nombre d'agressions dans les villes. Donc, est-ce que la campagne, c'est plus safe? Peut-être. Est-ce que ce qu'on voit à Chenel, c'est vraiment un petit village gaulois unique, ou est-ce que au contraire c'est une dynamique qu'on retrouve dans toutes les zones rurales en France avec leur diversité, ou est-ce qu'on a vraiment une affirmation des collectifs partout en France? Alors, il se trouve que je connais plusieurs maires gays et qu'il n'y en a qu'un seul qui a accepté de faire fierté rurale dans son village.
Alors, nous, on n'aurait pas eu les capacités en termes de temps et d'énergie de monter un petit festival comme ça dans plusieurs villes. Mais les autres maires gays que je connais me disent ah non, chez moi, c'est pas possible, ce sera mal pris, ça va pas, les gens vont pas vouloir participer. Donc, effectivement, je pense que il y a eu un certain nombre d'ingrédients à Chennevel qui a fait que ça a été possible et que finalement ça a été un succès. Évidemment, on parle a posteriori. On savait pas au début qu'on allait y arriver et que ça allait être un succès. Aujourd'hui, je pense que c'est vraiment un succès. On a la prochaine édition le 27 juillet 2024 qui s'annonce très bien. Donc on a 60 bénévoles, on a une date, on a François Hollande qui vient le matin pour une conférence pour parler des parentalités LGBT à la campagne. Et voilà, donc à Chennevel, ça a marché, mais je pense que chaque campagne, chaque milieu rural a sa spécificité et doit, à son rythme, arriver à accueillir ce style d'événement. Mais du coup, c'est quand même très questionnant d'avoir aussi toute cette bienveillance, toute cette acceptation, toute cette forme d'amour et de joie qu'on voit vraiment au moment de l'événement dans le village et tout au long en fait de la préparation, et de le confronter aux résultats électoraux de la semaine dernière. Pour moi, c'est souvent ce que je dis aux gens de Stop Homophobie qui sont des Parisiens qui viennent en tant que bénévoles sur Fierté Rurale, il faut pas regarder ce qui se passe ici, il faut pas regarder les gens avec nos yeux de Parisiens. Il faut arriver à se décaler et à regarder les choses d'une autre manière. On a peut-être moins cette idée quand on va à la campagne, et pourtant c'est ce qu'il faut essayer de faire, essayer de voir les choses avec d'autres yeux. Oui, et pour réagir aussi, c'est vrai que c'est vraiment cette question aussi du regard parisiano-centré, parce que quand on regarde la population de ce documentaire, c'est pas juste une question de ruraux versus urbains. Il y a aussi, on voit bien qu'il y a des enjeux générationnels dont on parlait avant. Il y a aussi des questions de classe sociale, de niveau d'éducation. Donc il y a vraiment, c'est tout ça qui finalement, c'est à l'intersection de tout ça qu'on peut comprendre, je pense, les opinions exprimées en vote contestataire, et pas forcément des personnes qui sont foncièrement contre les personnes LGBT ou qui seraient foncièrement racistes. Et je voulais souligner aussi typiquement les services publics qui disparaissent d'une partie des campagnes, les questions de précarité aussi. Et je pense que c'est aussi tout ça qui rentre dans ce vote-là et qu'on doit analyser, et pas simplement avoir un regard d'effectivement se demander si ces personnes sont excluantes ou si ça serait un manque de tolérance. Je pense que c'est un ensemble qu'on devait appréhender. Et c'est un peu ça qui ressort dehors de nos échanges par rapport à ce qu'on a pu voir.